Bonjour à tous, c'est AT. J'ai eu la chance d'être pilote de chasse pendant 13 ans dans la chasse embarquée française à bord du porte-avions Charles de Gaulle. J'ai piloté sur Super Étendard mais également sur Rafale Marine, formé par l'US Navy. Je suis donc pilote de chasse américain breveté. Ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est étudier ensemble la bande d'annonce de Top Gun 2, deuxième bande d'annonce parce qu'elle est riche. Je vais m'arrêter directement dans le dur, on va regarder d'un point de vue technique ce que ça donne et ce à quoi on peut s'attendre. C'est parti! Scène d'ouverture, on a une grande étendue où il a neigé. On voit qu'il n'a pas neigé il y a très peu de temps, sinon il y aurait sûrement de la neige sur les arbres. C'est quelque chose qu'on détecte rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la continuation de la première bande d'annonce. Et là, on voit quoi? On voit un F-14, qui est l'avion mythique de Top Gun 1. Comme vous pouvez voir, il a la post-combustion allumée. La post-combustion, c'est quoi? C'est les flammes derrière. C'est-à-dire qu'en termes de manette des gaz, on demande énormément de puissance à l'avion. Ça prend énormément de pétrole. Pour donner une idée, ça peut augmenter par 3, 4, voire 5 la consommation de pétrole. À un moment, on a besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin d'accélérer très fort. En plus, on voit les ailes, elles sont en mode, parce que c'est un avion à géométrie variable, ces ailes sont mises en flèche, c'est-à-dire qu'il veut aller vite. Quand on voit le F-14, à un moment, il veut accélérer. Pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas, le pilote à bord a envie d'accélérer très fort et il va quelque part, on ne sait pas où, on saura fin décembre. Donc là, on a une petite vue où on voit Maverick qui va dans le hangar sûrement de son P-51 et qui voit passer une traînée dans le ciel. Ce qu'il faut savoir, si vous dites c'est peut-être l'avion qui monte très haut qu'on voit à la fin du trailer, bah pas forcément. Pourquoi? Parce que la traînée de condensation, ce qu'on voit dans le ciel, ça apparaît en fonction des conditions météo à certaines altitudes. Classiquement, au printemps comme en ce moment sous nos latitudes, vous allez avoir du début des traits de condensation vers 30-32 000 pieds, ça fait dans les 10 000 mètres, et ça va s'arrêter aux alentours des 42 000 pieds, 13-14 000 mètres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez un avion qui va beaucoup plus haut, comme apparemment le prototype sur lequel Maverick va voler à la fin, eh bien il n'y aura pas de traits de condensation, vous ne voyez pas ces traits derrière, c'est des phénomènes donc aérologiques, vous ne verriez pas. Donc là c'est un avion qui a une altitude aux alentours des 30-40 000 pieds, quelque chose d'assez classique, rien de bien important. Juste après, on a vu quoi? On a vu la main de Maverick mettre plein gaz. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas d'alliance, ou il a retiré son alliance. Quand on part faire une mission de guerre, généralement on retire ses alliances. En mission d'entraînement, généralement on les garde. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que lui n'a pas de gants. D'habitude, on a des gants verts en Nomex, c'est anti-feu, c'est obligatoire, piloté. Dans la Navy, dans l'US Navy, ils ont tendance à pas les mettre pour mieux sentir la machine, pour mieux sentir le manche ou la manette des gaz. Personnellement, j'ai horreur de ça, j'ai toujours mis mes gants. Sinon, on a toujours tendance à se faire un petit peu mal au doigt. Donc moi, j'ai toujours volé avec mes gants. Ce que vous pouvez voir dans cette bande-annonce, c'est que certains des pilotes ont leurs gants, certains des navigateurs ont leurs gants, mais Maverick, à chaque fois, n'a pas ses gants. L'image d'après, on voit Maverick qui part en barrique, ça s'appelle une barrique, et qui descend. Alors, un cas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre F-18 qui est là, et vous avez votre leader. Alors désolé, ça c'est effectivement un F-18, mais ça c'est le Rafale que je pilotais en meeting. Imaginez en fait, on a la caméra qui était dans cet avion, on a Maverick qui est juste à côté, et là qu'est-ce qu'il vient de faire? En fait, il bascule, il part en roulis, il part vers le bas pour descendre. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez être les deux avions l'un à côté de l'autre et vous voulez faire ce genre de manœuvre qui tactiquement ne sert strictement à rien? Eh bien pour s'étager. Le seul cas pour lequel on voudrait faire ça, c'est qu'on commence par exemple un exercice aérien, où on doit se séparer l'un de l'autre et il faut créer de l'étagement. Le contrôle aérien veut un seul aéronef, une seule patrouille en fait, un seul plot par tranche d'altitude. Donc si vous êtes tous les deux comme ça, vous devez vous séparer pour le contrôle aérien pour une phase de combat. Généralement, vous pouvez descendre et souvent c'est 1000 pieds d'écart, donc vous allez descendre de 300 mètres. Donc cette petite barrique, c'est peut-être ça. En tout cas, d'un point de vue purement professionnel, c'est la seule vraie explication. En tout cas, c'est très joli. Je suis pas spécialiste de la moto, donc je vais pas vous commenter la moto. Près de la base, apparemment, ils ont rajouté le F-14. Alors ça, c'est intéressant. On voit Maverick qui est dans une phase extrêmement dynamique dans un fond de vallée. Alors forcément, en France, on a des superbes vallées. Moi, je viens du Super Étendard, un avion d'attaque au sol. Je suis très habitué au vol de la basse altitude. On voit qu'il a un style extrêmement agressif, on entend sa respiration, il y a même des alarmes dans le cockpit. Ne me demandez pas pourquoi il y a des alarmes, ça n'a aucun sens que ça sonne comme ça. Là, c'est surjoué, c'est clairement surjoué. Quand vous avez une vallée qui en plus est assez droite, vous n'avez aucun avantage à être constamment en train de vous battre et mettre des grands coups d'aileron pour essayer de vous coller le plus possible. On va essayer au contraire d'adopter une trajectoire la plus souple possible, même si on veut essayer d'épouser le relief au maximum. Donc là, c'est clairement surjoué par rapport à la réalité. L'autre chose, c'est quoi? C'est que vous voyez qu'il met toute son attention dans le pilotage. D'un point de vue tactique, c'est contre-productif. Vous voulez mettre de l'énergie dans le pilotage, mais vous avez besoin de garder des neurones et de la bande passante pour gérer la mission, pour regarder que personne ne vous tire dessus, pour comprendre ce qui se passe, pour gérer votre équipe. Donc être comme ça à 200% au fond de vallée, généralement c'est pas ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on aura des trajectoires plus stables. De toute façon, la vitesse à laquelle on va, c'est assez difficile de nous atteindre.
Donc là, légèrement surjoué. Là, on est dans le hangar. On est dans le hangar du porte-avions. Ils ont une multitude de F-18. On voit un écran. Sur cet écran, on voit clairement du blanc. Je sais pas, mais c'est peut-être une vision satellite de la zone enneigée qu'on a vue précédemment. Est-ce qu'on briefe dans le hangar? Non. Moi, j'ai jamais briefé dans le hangar. La simple raison, c'est quoi? C'est que dans le hangar, ça travaille. On peut pas juste se dire, on va utiliser le hangar pour un briefing pendant 2 heures. Non, ils ont besoin de travailler sur les avions. Il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, sur porte-avions américains, il y a même des salles de sport dans les hangars. Donc non, on ne briefe pas dans le hangar. On a des ready rooms, des salles d'alerte. C'est là où on fait les briefings. Et un autre point, c'est qu'on ne briefe pas dans ces tenues. Là, ils sont en tenue directement de vol. D'habitude, on ne briefe pas dans cette tenue, on va s'équiper avant. Donc là, c'est peut-être qu'il y a besoin de faire un départ sur alerte. Ils sont peut-être en alerte, ils ont peut-être eu des nouvelles informations. Le petit point que je trouve intéressant, c'est que la porte du hangar est ouverte. Donc là, ça rafraîchit quand même. S'ils sont effectivement au large d'un pays où il y a de la neige, ils ne devraient pas tous être en sueur comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi ils suent autant. D'habitude, en briefing, on ne fait pas cette tête-là. On a quand même assez confiance dans nos capacités, on a quand même assez confiance en notre niveau d'entraînement pour réaliser la mission. Donc on sue rarement à grosses gouttes en briefing, même sur des missions de guerre, et croyez-moi, j'en ai fait quelques-unes. Là, on se retrouve encore une fois en vol. On a les 2 avions qui étaient très proches. On a vu de manière furtive, les 2 avions étaient comme ça. Pour être aussi proches, c'est soit qu'ils veulent faire des belles images, soit qu'ils volent en patrouille. Donc ils sont ensemble, ils sont alliés. Et si on regarde de manière très précise, il n'y avait pas d'armement sous les ailes. Ça vole, boum. Alors, là, ça c'est assez mythique. C'est un petit rappel sur Hit the Brake, ce qui s'est passé sur Top Gun 1. Alors, vous avez vos 2 avions qui sont extrêmement proches. Ils ne sont pas du tout à distance pour se tirer dessus. Donc, si c'est du combat aérien, c'est mal fait. C'est sûrement, je pense, dans le film du combat aérien en équipe. Mais quand vous êtes aussi proche, eh bien, vous êtes forcément en patrouille, en temps de paix, vous n'êtes pas en phase de combat. Pourquoi? Parce qu'autour de chaque avion, il y a une bulle de sécurité de 1000 pieds, de 300 mètres. Dans certains cas, elle peut être rapetissée, mais dans cette phase-là, quand vous avez vos 2 avions comme ça, c'est clairement qu'ils étaient en manœuvre. Si vous avez un avion qui commence à voir tirer sur le manche, il ne va pas s'arrêter comme le fait là l'avion dans la bande d'annonce. L'avion, il va monter. On ne s'arrête pas comme ça sur place. Certains avions ont cette capacité, les avions russes, le F-18 ne l'a pas, c'est donc pas réaliste. Et là, l'image que l'on voit derrière, où on a l'F-18 qui est là et l'autre aéronef qui passe en dessous, à votre avis, qu'est-ce que ça peut amener comme souci? Et qu'est-ce qui rend donc cette scène pas réaliste? Eh bien, c'est au niveau du moteur, même si vous avez mis plein réduit, il y a des turbulences. Et donc, si vous passez juste en dessous, croyez-moi, vous allez prendre de sacrées turbulences. Une de vos ailes risque de s'effondrer, ça va vous poser des petits soucis. D'ailleurs, on voit bien ça dans Top Gun 1 quand Maverick et Goose passent dans le souffle d'Iceman et qu'au final, ils ont une perte de puissance moteur et doivent s'éjecter. Donc là, dans un cas comme ça, c'est pas réaliste. En tout cas, le passage ne serait pas tout en toute douceur en dessous. Vous feriez secouer et surtout cet avion continuerait de monter. Donc c'est très très joli, je suis un grand fan, mais ce n'est pas réaliste. Grande salle de briefing, on voit différents horaires, assez intéressant, on voit que c'est tôt le matin, les Américains aiment bien commencer la journée de travail très tôt, plutôt que nous dans l'armée française. Ils commencent plus tôt et finissent plus tôt généralement que nous. Il est 8h sur côte Est, 7h centrale, il est 6h09 côte Ouest, ou je ne sais pas s'il est peut-être dans le centre. S'il est dans le centre, ça ferait 7h du matin, ce qui peut être logique pour un briefing à l'américaine, ce qui voudrait dire que peut-être il va vers la zone 51 ou ces coins-là. Voilà, là c'est de la supposition, mais c'est un petit point culturel, les Américains commencent leur journée de travail généralement plus tôt que nous. Sur cette image, on voit quoi? On voit son name tag. Le name tag, c'est quoi? C'est au niveau du PEC, on a notre nom normalement, et des fois notre unité, notre groupe sanguin, notre call sign. On a tous un call sign, moi c'est AT, c'est un jeu de mots par rapport à mon nom de famille qui est Chué, AT Chué, AT Chué, je vous laisse réfléchir, si vous trouvez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Maverick, lui, donc c'est son call sign, c'est Pete Mitchell, son vrai nom. Et là, si vous regardez au niveau de son name tag, il y a marqué, il y a ses Wings of Gold, ses ailes de pilote, et il y a marqué Top Gun. Et en dessous, il y a précisément Captain Pete Mitchell, donc son grade, Captain, qui est capitaine de vaisseau, qui est colonel. Et derrière, vous avez pas son call sign, il n'y a pas marqué Maverick, à la place, il y a marqué Top Gun. Donc ça, c'est pas normal. D'habitude, à la place de Top Gun, il devrait y avoir marqué Maverick, son call sign. La petite blague. Donc là, en 2020, ça ne sera pas en juillet, ce sera un peu plus tard. Magnifique vue du porte-avions, je trouve vraiment très belle. Petit rappel, alors, intéressant. Là, on voit les 2 F-18 qui sont sur l'ascenseur. Il y a différents ascenseurs. Ces ascenseurs servent à faire des mouvements d'avion entre le hangar où on fait de la maintenance et le pont d'envol où on va préparer les avions pour le vol. Là, les 2 avions sont ce qu'on appelle saisinés. Il y a des saisines, ils sont attachés. C'est ce qu'on appelle saisiner temps fort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont là depuis un bout de temps et qu'on ne vient pas juste de les mettre pour les amener pour qu'ils partent en mission. Ça fait un bout de temps qu'ils ont été mis là.
Je pense que c'est plus pour la prise de vue, l'image. Normalement, si on partait en mission ou autre, s'il devait prendre un de ses avions pour partir en vol, déjà, il serait déjà sur le pont d'envol et surtout, il n'y aurait pas toutes ces saisines, toutes ces accroches, tous les avions. L'autre point, on ne va jamais sur le pont d'envol, sans le casque, donc il devra avoir son casque sur la tête à cause du bruit et des risques. Et le dernier point, c'est qu'on ne passe pas par l'ascenseur extérieur pour rejoindre son avion sur le pont d'envol. On passe par l'intérieur, par l'îlot. Pourquoi? Parce qu'il faut aller signer la prise en compte de l'avion. Avant chaque vol, vous devez apposer votre signature sur des documents pour prendre en compte l'avion. Donc vous passez par le bureau des mécaniciens qui vous disent votre avion est tel numéro, avec telle version, avec tel radar, avec telle restriction, avec tel armement, avec tant de fuel, avec si, et là vous signez tout, vous prenez l'avion en compte, et après vous mettez votre casque sur la tête, vous sortez sur le pont d'envol, vous allez faire ce qu'on appelle le tour avion, vous vérifiez que tout est bien conforme, vous montez dans l'avion et vous mettez en route. Ce qu'on voit juste après, où voilà, là on le voit, il va récupérer son avion, il va caresser son avion sans gants. Personnellement, encore une fois, je préfère des gants, ça évite de se faire mal tout simplement avant de monter dans l'avion, c'est dommage. Et là on voit qu'il est équipé avec 2 bombes de guerre. Point intéressant, il a 2 bombes de guerre. Néanmoins, il n'a que 2 missiles RR courte portée. Les Sidewinder qu'on voit à l'extérieur, il n'a pas de missiles RR, on va dire classiques, les AMRAAM, qui sont plus faits pour du combat moyen ou longue portée. Donc d'un point de vue armement, s'ils vont vraiment dans un territoire hostile, il a vraiment le minimum vital. Si tu pars au combat avec une configuration comme ça, c'est que tu ne t'attends pas à rencontrer d'adversaires en l'air. Tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait une chasse adverse qui te tombe dessus. Donc tu peux juste attendre à des menaces surface-air, mais tu ne t'attends pas à devoir faire du combat aérien quand tu pars avec un avion équipé comme ça. Donc point intéressant. La post-combustion, alors la post-combustion c'est intéressant, mais pas toujours la post-combustion au décollage. Je vous en parlais au début, c'est ces grandes flammes derrière. Par exemple sur le porte-avions français, quand on décollait pour des missions de guerre avec le Rafale, on n'avait pas besoin de mettre la post-combustion. On utilisait 10 tonnes de poussée. En sortie de pont, on allumait la post-combustion, on passait à 15 tonnes de poussée. On n'a pas forcément besoin de la mettre. Et là, sur une configuration légère comme ce qu'on a vu, les 2 bombes, les 2 missiles, un seul bidon, il n'y a vraiment pas besoin de mettre la post-combustion normalement pour être catapulté. Le petit catapultage, on voit qu'il est en place arrière d'un F-18, il l'a vraiment fait, c'est assez sympa. Alors, le décollage. Procédure de décollage en sortie de porte-avions. Normalement, on reste à 300 pieds, on s'éloigne. Pourquoi? On ne monte pas de suite au cas où il y a d'autres avions qui reviennent. C'est des procédures classiques. On peut y déroger de temps en temps dans des cas exceptionnels. Et là, on voit quoi? Si vous regardez sur la partie centrale, on voit que tous les avions ont été catapultés, qui partent tous en montée en virage gauche. Ce qui n'est pas du tout une procédure standard de départ. Donc, ça a sûrement un lien avec les images qu'on voit après. On voit les 4 avions de chasse. Donc là, dans ce cas-là, c'est sûrement que toute l'activité du porte-avions est centrée autour de la mise en œuvre de ces 4 avions pour qu'ils partent en mission, qu'ils ont droit, de manière dérogatoire, de faire un départ directement vers l'objectif. Donc peut-être qu'il y a un non-transit pour y aller, ou peut-être tout simplement que c'est pressé, qu'il faut y aller de suite, on n'a pas le temps de faire la procédure de départ classique.